Hey yo, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une vidéo qui est très importante pour moi. J'ai ouvert une boîte à questions sur Instagram et vous avez été très nombreux à me poser des questions, en partie sur mon autisme. Et là on est donc dans la partie 2 de la FAQ. La partie 1 est déjà disponible, là c'est vraiment la FAQ concernant l'autisme, comment je gère le diagnostic, mon parcours, etc. etc. Avant de commencer, je veux poser un cadre clair. Je ne suis pas psy. Tout ce que je dis, c'est selon mon vécu, mon ressenti personnel. Je ne suis pas professionnelle de santé, d'accord? Cette vidéo a pour but de créer un espace safe, bienveillant et sans jugement. Que tu sois autiste ou en questionnement ou curieux, parent, proche de personnes autistes, tu es légitime d'être ici et de m'écouter. J'ai organisé cette FAQ par thème et tu peux retrouver tous les chapitres juste en bas en légende s'il y a des parties précises qui t'intéressent plus que d'autres. Et surtout, tu n'es pas seul. Je te propose qu'on commence tout de suite. Donc si je regarde ici, c'est parce que j'ai mon iPad qui est posé. Voilà, je suis exactement dans le même setup, dans la même tenue parce que je filme là maintenant la partie 2 et je viens tout juste de terminer la partie 1, donc c'est pour ça que j'ai pas bougé, voilà, je suis toujours ici présente. On commence directement. Est-ce qu'une personne autiste peut être en dépression? Absolument. Et d'ailleurs, avant d'être diagnostiquée autiste, j'ai été longuement diagnostiquée seulement dépressive avec des troubles de l'humeur. Et j'ai mis quand même pas mal d'années à capter que ça venait de l'autisme parce que les médecins ne m'ont jamais conduit vers un test autistique. Mais ça arrive très très souvent chez les femmes autistes. On le camoufle très très bien et c'est souvent pris pour des dépressions. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué de diagnostiquer les femmes en partie. Est-ce que ça t'arrive de te sentir anormal par rapport aux autres? Mais carrément, mais genre tout le temps. Et d'ailleurs mon compte Insta m'aide énormément là-dessus, parce que je me rends compte grâce à vous que je suis loin d'être seule, et ça fait du bien quoi de se sentir compris de temps en temps. Est-ce que être autiste c'est difficile? Je pense que je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo, mais chaque autiste c'est différent, donc encore une fois ce que je dis c'est mon vécu, mon ressenti personnel, d'accord? On le vit tous différemment d'être autiste. Il y en a plein qui commentent sous mes vidéos, qui disent arrête d'en faire des caisses, moi aussi je suis autiste et je vis pas tout ça. Très bien. C'est super cool pour toi si tu vis bien ton autisme. Moi je le vis pas bien. J'ai beaucoup de mal. Dans la vie de tous les jours, j'en souffre pas mal et c'est vraiment un handicap pesant. Et d'ailleurs, rares sont les personnes qui te diront que l'autisme c'est facile à vivre. Peut-on être autiste sans faire de shutdown ou de meltdown? Alors sans rentrer dans les détails, les shutdown et meltdown c'est les types de crises autistiques. Et je pense que oui, y a plein d'autistes qui ne sont pas touchés nécessairement par les crises. Et après il y a certains autistes qui font essentiellement des shutdowns et certains autistes qui font essentiellement des meltdowns. Il y en a qui font les deux. Moi personnellement je fais les deux, mais surtout des meltdowns d'ailleurs. Est-ce qu'on peut être autiste sans hypersensibilité sensorielle? Bah c'est pareil en fait, ça dépend vraiment de nos traits spécifiques à chacun. Moi j'ai une grosse hypersensibilité sensorielle, mais je connais des autistes personnellement qui n'en ont pas. Je pense que c'est le truc qui me pèse le plus d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Je m'interdis certaines sorties à cause de ça, parce que je sais patiemment que ça va mal se terminer. Et même si je prends toutes les précautions possibles avec mon casque, avec la communication à certains, d'expliquer que ça va pas dans telle ou telle situation, j'ai juste pas envie de me mettre mal. Et à cause de ça, je rate plein de choses dans la vie de tous les jours parce que j'ai peur en fait. C'est une angoisse vraiment. Est-ce que quand on est autiste, on peut être fan de quelque chose et en parler H24? Bah là en fait ce que t'exprimes c'est littéralement le phénomène de l'hyperfixation. C'est quelque chose d'hyper courant chez les personnes autistes et TDAH d'ailleurs. On a pour le coup je pense tous eu au moins une hyperfixation dans notre vie. Quand je dis hyperfixation c'est un centre d'intérêt très spécifique sur lequel on va énormément se documenter. On va tellement overshare cet intérêt que nos proches vont en avoir marre et vont nous dire d'arrêter de parler. Ils vont être dégoûté de ce truc en question et je parle en connaissance de cause. Comment peut-on se reconnaître entre autistes? Alors c'est une bonne question, il n'y a pas vraiment je pense de symbole spécifique qui fait que salut, moi aussi je suis autiste, regarde-moi j'existe. Je crois pas que ce soit vraiment le cas. Par contre je sais que la couleur qui représente l'autisme c'est bleu. Je sais qu'il y a eu des journées bleues collège, au lycée pour soutenir les autistes, voilà, c'est tout ce que je sais. Après il y a un symbole du handicap invisible qui est le tournesol, mais c'est pas spécifique à l'autisme, voilà, ça distingue certains handicaps dont le TDAH, dont les troubles anxieux, dont certaines maladies mentales, dont les troubles 10 aussi, mais c'est pas que l'autisme. Dites-moi en commentaire si vous en connaissez d'autres, moi je connais pas.
Je sais qu'il y a la pièce de puzzle qui est assez mal vue d'ailleurs, parce que ça fait très cliché, mais voilà, c'est tout ce que je connais pour le coup, en termes de symboles. Mais après, c'est vrai que moi, je reconnais quand même pas mal de personnes autistes dans la rue par rapport à leur démarche, à leur langage corporel, s'ils font du flapping ou pas. Euh, J'en ai déjà rencontré juste en les voyant, je suis vraiment. En fait, les autistes, on a une gestuelle particulière grâce aux stéréotypies, au flapping, comme je disais. Et je pense que c'est vraiment un truc spécifique à l'autisme pour le coup. Il y en a qui ont des stéréotypies dues à l'angoisse, à l'anxiété et tout. Mais tous les autistes, pour le coup, je pense, ont des stéréotypies. Du coup, quand tu vois des gens faire du flapping dans la rue ou ce genre de choses, ou alors avoir des fidget toys, tu te dis qu'il y a de fortes chances que cette personne soit autiste. Quels sont les avantages de l'autisme? Taxer un maximum les aides de l'État. Non, je rigole évidemment. Déjà, c'est hyper difficile de les obtenir, hein, les aides de l'État. Et tous les autistes n'en ont pas le droit. Moi, pour l'instant, je n'y ai pas encore parce que j'ai pas monté mon dossier MDPH. Mais il y a de fortes chances que ce soit pas accepté du tout. Mais c'est vrai que être autiste, c'est énormément de problématiques, mais il y a aussi des avantages comme les hyperfixations. Ça peut être, je pense, une sorte d'avantage parce qu'on est très très renseigné sur des sujets très spécifiques que beaucoup de gens ignorent en fait, et je trouve que c'est une force. Il y a la suranalyse de l'environnement, du comportement humain, de la nature, des animaux, l'hypersensibilité. On peut ressentir énormément les émotions des autres, et au contraire, il y en a qui ne ressentent pas du tout les émotions des autres et qui ne sont pas du tout empathiques. Ce n'est pas que un cliché, ça existe vraiment. Moi, c'est tout le contraire. Voilà, j'ai une hypersensibilité et sensorielle et des émotions qui est assez dure d'ailleurs, c'est lourd à porter. Il y a beaucoup d'autistes qui peuvent lire ou entendre quelque chose une fois et ils le retiennent à vie. Moi, c'est pas nécessairement mon cas, ça va être le cas sur des trucs qui m'intéressent énormément. Mais je sais que mon copain, par exemple, alors lui, on sait pas s'il est autiste, mais il écoute un truc et il le retient à vie, genre c'est une dinguerie. Après, bon, voilà, il y a des autistes qui ont des facultés exceptionnelles aussi, qui savent compter, qui savent faire des calculs mentaux de fou. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé de mes suspicions d'autisme à mon psychiatre, il m'a dit directement, mais vous avez pas de faculté exceptionnelle, genre vous savez pas compter extraordinairement bien. Genre moi, j'ai un patient, dès qu'il vient dans mon cabinet, il peut me citer toutes les plaques d'immatriculation des voitures qui sont garées en bas de la rue. Il m'a dit, lui, grâce à ça, il est vraiment autiste. Non, moi je fais pas ça, mais je suis quand même autiste. Et du coup, je me suis fait diagnostiquer quelques mois plus tard par une neuropsy. Quelle est la phrase qui t'énerve le plus concernant l'autisme? En réalité, ça va être toutes les phrases du style « t'as pas l'air autiste, moi j'en connais et t'es pas du tout comme eux » ou « tout le monde est autiste aujourd'hui », enfin ce genre de truc bateau que tout le monde entend. Mieux vaut assumer ou masquer son autisme? C'est une hyper bonne question, je trouve, qui est très intéressante. Moi je dirais toujours qu'il faut assumer plutôt que d'essayer de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, évidemment, parce que je pense que ça nous retombera toujours dessus à un moment donné. Quand on est autiste, on a tendance à masquer énormément, même involontairement, et à un moment donné le cerveau dit stop et juste c'est plus possible d'intégrer des choses dans la vie de tous les jours que ton corps ne supporte pas. Et si depuis des années ton entourage pense que tu réagis d'une certaine façon, en fait personne ne va comprendre pourquoi du jour au lendemain tu supportes plus certaines choses, et on le fait tous involontairement je pense. Mais si t'en as la conscience, si tu sais qu'il y a des choses que tu masques volontairement, je te conseille vraiment d'éviter de masquer et d'expliquer à tes proches directement les problèmes que tu rencontres, parce que tu peux facilement avoir des gens derrière ton dos à te dire que tu simules, que t'exagères, etc. si t'expliques pas les choses en amont. Toute ma vie j'ai masqué, genre j'ai énormément masqué avec les gens, que ce soit au collège, au lycée et tout. Et quand je suis arrivée en BTS, je me suis dit bon, là je connais personne, je vais faire en sorte d'être qui je suis moi vraiment. Et on va voir, normalement c'est comme ça que ça fonctionne pour avoir des amis, donc je vais voir si ça marche cette année. Et en fait, ça n'a pas forcément fonctionné, et j'en ai parlé avec une copine de ma classe que je m'étais faite. Et elle m'avait dit, mais meuf, si t'as envie de te faire des potes, il faut juste que tu sois pas comme t'es. Et là j'avoue que j'ai tout remis en question, moi j'étais en mode, mais ça veut dire que tel que je suis, y a personne qui va m'apprécier, genre c'est ça que t'es en train de me dire? Et c'est dur en vrai, parce que depuis ça j'essaye vraiment de plus masquer, parce que c'est dur. C'est dur émotionnellement en fait de masquer et de supporter des choses que
sont irréelles pour nous. Voilà, c'est compliqué comme question parce que à cause ou grâce au masking, bah t'arrives peut-être à te faire passer pour quelqu'un d'autre et du coup t'arrives à attirer plus de personnes, mais au détriment de ta personne. Est-ce que la neuroatypie est de famille? Eh bien tout à fait, c'est très souvent héréditaire. Et si t'es neuroatypique, il y a de fortes chances que l'un de tes deux parents le soit aussi. Mon père a été diagnostiqué dyslexique et TDAH, et ma mère a un TDAH aussi. Est-ce que la schizophrénie est une neuroatypie? Non, les troubles psychiatriques ne sont pas des neuroatypies. La neuroatypie, ça englobe les troubles 10, les troubles anxieux, l'autisme, le TDAH. Il y a quelqu'un qui nous dit « Je préfère le terme Asperger que autiste ». Eh bien sache que le terme Asperger n'est plus utilisé depuis 2013. Aujourd'hui on dit tout simplement trouble du spectre autistique ou TSA. En plus d'être un terme nazi, l'autisme Asperger, c'est une catégorie d'autisme comme l'autisme typique ou l'autisme de haut niveau. Et il était vu comme l'autisme intelligent, l'autisme léger. Ça a trop minimisé et ça a créé davantage de stéréotypes parce que c'était vu comme l'autisme sans difficulté importante. Ça a aussi engendré des oppositions entre les différents types d'autisme parce que certains seraient plus légitimes que d'autres, d'autres plus intelligents, etc. Et d'ailleurs, certaines personnes anciennement diagnostiquées Asperger ont eu des aides qui leur ont été refusées à cause de ça parce que c'est vu comme un autisme sans difficulté importante. Et donc elles n'avaient pas été prises au sérieux. Sauf qu'aujourd'hui, l'autisme est un spectre et n'est actuellement plus divisé en différentes catégories. Aujourd'hui, s'il y a besoin de précision, on dit tout simplement TSA avec déficience intellectuelle ou sans déficience intellectuelle, tout simplement. Connais-tu les GEM-TSA? Pas du tout. Qu'est-ce que les GEM-TSA? GEM-TSA, ça veut dire groupe d'entraide mutuelle pour les personnes autistes. Ce sont des lieux associatifs non médicalisés pensés par et pour les personnes... Oui, ok, donc je connaissais, j'avais juste pas le mot de GEM, enfin du coup l'acronyme, mais ok. Ce n'est pas des lieux de soins ni des lieux de thérapie, c'est je pense comme des associations en fait, comme des groupes de parole entre personnes autistes. C'est principalement pour les adultes avec TSA, parfois ouvert à des personnes avec TDAH, troubles 10 et autres. Ok, donc c'est des associations pour neuro, c'est excellent. Mais non, je connaissais pas, merci beaucoup. Que faire pour aider une personne autiste si on est témoin d'une crise? Alors perso, je préconise toujours d'éloigner la personne de la zone de stress. Donc pour moi, la zone de stress, ça va toujours être les lieux avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit. S'il y a des lumières aussi assez ambiantes, faut éloigner en fait toute source de stimulation extérieure, essayer d'éloigner la personne au maximum, éviter de trop la toucher, de trop la stimuler, éviter de trop lui parler aussi. N'hésitez pas à lui demander en amont ou plus tard ce dont elle aurait besoin durant une crise, mais juste laisser la personne en paix durant la crise, ne lui posez pas trop de questions, ne la surchargez pas d'informations, c'est très important. Parce que certaines personnes vont détester que vous les touchez et ça va empirer la crise. Et d'autres personnes vont avoir besoin de ça et on peut pas savoir ça en amont en fait. Donc il faut demander, il faut communiquer avec la personne lorsque la crise est apaisée. Lors des crises plutôt shutdown, il va y avoir aussi des tablettes de communication qui existent avec des cartes aussi de communication. Je vous mets des visuels à côté si jamais je trouve des choses qui y ressemblent. Donc ça peut aider les personnes autistes à communiquer lors de moments où c'est compliqué pour elles le verbal. Bon, par exemple, ce qui m'aide parfois, c'est de parler en langue des signes avec mon copain. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et voilà, si jamais la personne en question sait ce qui pourrait l'aider, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment de communiquer avec la personne en question. Grâce à tes vidéos, j'ai compris que j'étais juste différente et pas bizarre, donc merci pour ça. Merci à toi, ça me fait énormément plaisir ce genre de message à chaque fois. Il y a quelqu'un qui nous dit « J'ai besoin de conseils, j'ai un petit garçon de 5 ans avec des traits TSA et TDAH et l'école est un vrai calvaire. » Déjà, je suis de tout cœur avec toi et de tout cœur avec lui. Je me doute que tu dois te sentir impuissante face à cette situation. Je sais que mes parents en ont énormément souffert. C'est pas facile, ni dans sa situation à lui, ni dans la tienne. Parce que t'as envie de tout faire pour aider ton petit garçon et donc qu'il se sente bien à l'école. Mais du coup, parfois, il va y avoir du pressing un petit peu. Et c'est vrai que c'est pas du tout facile pour nous, qu'on nous oblige à une situation alors que c'est le summum de l'inconfort et de l'angoisse. C'est vrai que l'école, moi je l'ai très très mal vécu et quand mes parents savaient pas nécessairement quoi faire, parfois ils me forçaient à y aller, comme tout parent je pense,
parce qu'on ne se rend pas compte si c'est juste un caprice ou si c'est vraiment un blocage et une angoisse liée à l'école. C'est très compliqué de savoir ça en tant que parent, je me doute, mais je préconise un suivi psy évidemment. Et c'est probablement le psy d'ailleurs qui va vous aider, toi et ton fils, à savoir quoi faire. Parce que je me doute que ton petit garçon de 5 ans, il n'est pas nécessairement les mots pour t'expliquer ce qui va pas à l'école. Et le psy pourra creuser là-dedans et très certainement t'aider. Moi je sais que le jour où mon psychiatre a dit à ma mère là à l'école il faut stopper, je sais qu'elle m'a laissé tranquille sur ça. J'ai été déscolarisée à un certain moment. Donc voilà, je sais que le psy peut aider autant ton fils que toi-même. D'ailleurs, si c'est pas quelque chose que l'école et que les instituteurs savent actuellement, c'est très important d'en parler parce que moi grâce à ça j'ai eu droit à des aménagements dont je parlerai plus tard dans la vidéo qui m'ont énormément aidé. Si tu pouvais donner un conseil aux neuroatypiques, ça serait lequel? Je conseillerais toujours de demander des adaptations si vous en avez besoin. Vraiment, n'hésitez pas. Si c'est des proches, même s'ils comprennent pas, ils sont censés accepter et vous aider si vous êtes mal à l'aise. Comme par exemple un casque anti-bruit au resto ou en repas de famille, ça va tuer personne que vous portiez un casque. Et c'est d'ailleurs pas ça qui fait que vous êtes à l'écart. Au contraire, ça va vous aider à vous ancrer parce que le casque anti-bruit il réduit les bruits ambiants, mais il n'arrête pas le bruit à proprement parler et vous entendez toujours les conversations, donc vous participez toujours aux conversations et même mieux, vous êtes davantage concentré sur les voix et non pas sur le bruit autour. Ou même par exemple vous laissez vous isoler s'il y a besoin. En fait, c'est ce genre de petites adaptations qui va faire que le quotidien va être beaucoup plus agréable à supporter. Vraiment, préservez-vous au maximum. As-tu envie d'avoir des enfants malgré ton handicap? J'ai adoré cette question, sachez-le. C'est hyper intéressant parce que depuis toujours, je me dis que je veux pas d'enfants. Et j'en ai parfois voulu moi-même à mes parents de m'avoir mise au monde parce que j'ai pas demandé. J'ai pas demandé à avoir des handicaps, j'ai pas demandé à souffrir autant en fait dans ma vie. Et en fait, j'ai pas envie d'être égoïste en mettant quelqu'un au monde qui n'a pas souhaité être là et qui va très certainement vivre un enfer comme j'ai vécu. Parce que comme je l'ai dit avant, la neuroatypie, c'est héréditaire. Je veux pas en fait que mes enfants aient les problèmes que j'ai eus, principalement à l'école, etc. ou avec les autres en fait. En relation sociale, c'est aussi très compliqué. Et rien que pour ça, en fait, j'aurais trop peur de faire des enfants pour qu'ils soient malheureux. Voilà. Pour plein d'autres raisons d'ailleurs, je me vois pas du tout avec des enfants parce que j'ai pas l'énergie. Et mon copain le sait depuis le tout début d'ailleurs, parce que je l'ai tout de suite considéré comme l'homme de ma vie. Et je sais et j'espère du fond de mon cœur que c'est la personne avec qui je vais finir mes jours. Et il m'a choisi avec cette décision aussi. Donc, je dis pas que c'est fixé, peut-être que mon avis changera, on sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir. Mais je sais qu'aujourd'hui, et depuis toute petite, je ne veux pas d'enfant, principalement pour cette raison. On va passer sur la partie diagnostic qui est très demandée sur Instagram, j'ai énormément de questions sur ça. Donc c'est parti, j'ai 27 ans et je me demande s'il est encore utile de me faire diagnostiquer. Moi je pense que durant toute ta vie tu peux te faire diagnostiquer et ça va toujours être intéressant pour toi parce que le diagnostic c'est avant tout une réponse qu'on t'apporte. Avoir un mot sur le mal-être que tu as ressenti durant des années, sur le pourquoi du comment tu réagis à telle ou telle situation, ça aide tellement à mieux se comprendre et à se construire en fait. Je crois que personne peut se rendre compte vraiment de l'importance du diagnostic tant qu'on l'a pas. Et tu peux également avoir des aménagements par la suite au travail ou si tu es reconnu travailleur handicapé par exemple, ça peut aussi être une aide. Quelle est l'utilité de se faire diagnostiquer? Bon du coup pour toutes les réponses que j'ai dit précédemment, mais aussi si t'es plus jeune et que t'es encore à l'école, au collège, au lycée, même après, tu peux avoir aussi davantage d'aménagements, dont pour le brevet et le bac. Moi j'ai eu des aménagements pour le brevet qui m'ont énormément aidé. J'étais dans une salle avec moins d'élèves où il y avait un prof à disposition pour répondre à des questions dont les autres n'avaient pas nécessairement besoin parce que en tant que personne autiste, on ne réfléchit pas de la même façon, donc il y a des consignes qui sont très compliquées à comprendre même quand elles paraissent hyper simples parce qu'on va toujours chercher la difficulté là où il n'y en a pas. Enfin j'ai toujours, mais c'est moi personnellement. Et très souvent on retrouve ça chez les personnes autistes ayant un haut potentiel intellectuel. C'est d'ailleurs ce qui avait été ressorti lors de mon test, que j'ai réussi à faire des tâches très compliquées. Et les premières, quand tu fais un test c'est du plus facile au plus difficile. Les premières souvent j'y arrivais pas et j'arrivais beaucoup plus facilement à faire les toutes dernières qui sont très compliquées.
que beaucoup d'adultes n'arrivent pas à réaliser aujourd'hui. Quels sont les principaux symptômes de ton TSA? Bon, vous l'avez peut-être compris un peu plus tôt, mais j'ai une hypersensibilité sensorielle avec une hyperacousie, c'est-à-dire que j'entends tous les sons beaucoup plus fort que la moyenne. Et en fait, chez les autistes, on traite le son sans filtre, c'est-à-dire que chez les alistes, donc personnes non autistes, ils vont traiter le son de manière très logique, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, ils vont l'entendre et le reste, ils vont l'oublier. Par exemple, dans une salle de classe, tu vas soit entendre ton camarade te parler à côté, soit entendre le prof. Nous, les personnes autistes, on va entendre le camarade parler, le prof, mais aussi tous les bruits de stylo, tous les bruits de trousse, tous les bruits de chaises. On va entendre les VMC, on va entendre parfois même les autres classes. Si les classes sont collées, on va entendre le prof de l'autre côté crier. On va entendre le bruit des stylos sur les feuilles. C'est sans fin. On entend trop de bruit en même temps et c'est ça qui crée très souvent les crises autistiques. Parce que tous ces bruits-là mêlés à la lumière, mêlés au toucher, s'il y a des gens qui te touchent, qui te stimulent à côté, c'est lourd à traiter quoi, pour un petit cerveau d'autiste, mais vraiment, les gens se rendent pas compte d'à quel point c'est lourd. Imaginez juste un centre commercial pour une personne autiste qui ne sait pas traiter les bruits dans l'ordre. Waouh! Comment déterminer son type d'autisme? Tu es autiste de quel niveau et de quel spectre? J'ai répondu un petit peu à la question en même temps que pour le terme Asperger. Aujourd'hui, on n'a plus de type d'autisme. Je vous mets ici un schéma du spectre autistique. Il y a différents critères dans un spectre, on va dire. En fait, une seule personne autiste peut se trouver sur plein d'endroits différents du spectre parce qu'on n'a pas les mêmes traits et on n'a pas la même sensibilité à certaines choses. Donc c'est très compliqué de distinguer où est-ce qu'on se trouve sur le spectre aussi. Parce que par exemple, moi sur le trait de la sensorialité, je vais être au plus haut niveau, alors que sur le trait de l'empathie, vu que la plupart du temps les autistes ont du mal à ressentir et capter les émotions des autres, moi je vais être totalement de l'autre côté. Donc en fait ça veut rien dire. Comment trouver des bons médecins? C'est très intéressant comme question, mais en fait ça dépend de ton feeling à toi. Regarde des avis sur internet, demande dans des groupes Facebook de ta région aussi, moi ça m'a aidé. En fait tu peux trouver un médecin très bien et moi archi nul parce que juste on va pas du tout avoir le même feeling le concernant et pour plein de raisons différentes. Est-ce que les tests sont payants? Ça dépend par quoi tu passes. Si tu passes par un organisme comme le CRA, il me semble que c'est gratuit. Par contre ils font passer les enfants avant, donc tu peux être sur la liste d'attente pendant très longtemps, pendant plusieurs années, donc c'est en ça où c'est un peu galère. Sinon oui, les tests sont aux alentours de 350 € chez un neuropsy ou un psychiatre il me semble. Moi j'ai fait tous mes tests chez un neuropsychologue, mais il me semble que chez le psychiatre tu peux aussi faire des tests. Combien de temps ont pris les diagnostics? Alors d'abord j'ai passé un test de QI où la neuropsy m'a dit que j'avais un haut potentiel intellectuel et un TDAH en même temps. Voilà, donc j'ai fait un test, une pierre deux coups. Donc pas plus mal parce que du coup j'ai payé un test pour 2. Et celui-là il a duré 3 séances de 1 heure avec donc 3 fois 1 heure de test, d'exercice, etc. Et une autre séance pour le bilan. Et pour le test du TSA, ça a duré 3 séances aussi, de 1 heure il me semble, mais c'était plus des questions. Il fallait beaucoup moins faire marcher son cerveau que pour le test de QI, qui était lourd. Il m'a pris beaucoup d'énergie le test de QI, vraiment tu sors du truc, t'es éteint. Le TSA c'est différent parce que c'est un questionnaire moi qui m'a duré 3 séances. Et après donc il y a aussi la séance pour le bilan. Comment se passe le test TSA? Quelles questions sont posées? Donc comme j'ai dit c'est sous forme de questionnaire, mais pas que. Pour les questionnaires en fait c'est des questions relativement simples, il faut juste savoir comment tu fonctionnes, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a des questions, tu vas même pas savoir toi-même quoi répondre. Mais c'est pas des questions vraiment ouvertes, c'est des questions où tu réponds entre totalement d'accord et pas du tout d'accord. T'as pas nécessairement besoin de creuser. Moi j'ai donné des détails pour que ce soit le plus fluide possible, mais c'est pas une obligation. Donc t'as différentes catégories dans le questionnaire. T'as tout ce qui va être empathie, avec, donc comme j'ai dit, pas que des questionnaires, il va y avoir aussi des tests d'exercices
Comme par exemple, moi j'ai eu des images d'expressions faciales et de regards pour essayer de deviner quelles expressions c'était et ce que pouvait ressentir la personne. Par exemple, une image de dégoût, je devais dire la personne a l'air écœurée, dégoûtée de quelque chose, triste, enfin voilà. Je devais donner un maximum de détails sur ce que je pensais que les personnes pouvaient ressentir à travers une photo, donc c'est pas nécessairement quelque chose de facile. Quoi d'autre comme questionnaire? Sur les comportements, sur les réactions, sur la routine. Par exemple, j'ai une routine précise tous les jours. Tu dis totalement d'accord ou pas du tout d'accord. Et t'as à chaque fois soit plutôt oui, plutôt non, totalement d'accord. Enfin, t'as plusieurs trucs à répondre et voilà. Est-ce que pour ton diagnostic du TSA, tu as dû faire un test de QI avant et comment c'était? Donc comme j'ai dit, j'ai d'abord fait un test du QI, mais la première question que la neuropsy m'a posée pour le TSA, c'était est-ce que tu as déjà fait un test du QI? Donc peut-être que si je l'avais pas fait, elle aurait dû m'en faire passer un avant, ça je sais pas. Et comment c'était? Comme j'ai dit, c'était assez drainant mentalement, parce qu'en plus c'est quelque chose qui est chronométré, donc ça peut paraître un peu stressant. Il y avait pas mal d'exercices, que ce soit logico-mathématique, que ce soit sur le langage, sur la mémoire. Par exemple, tu avais des casse-têtes que tu devais réaliser. Elle te donne pour la mémoire par exemple une suite de nombres que tu dois répéter et que tu dois mettre du plus petit au plus grand, ou alors des tests de logique, enfin voilà, il y a vraiment une multitude d'exercices. Et pour le langage, elle m'a donné des mots plus ou moins compliqués qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et elle m'a demandé de donner une définition de chaque mot. As-tu un papier pour attester que tu as des troubles? J'ai les bilans de mes différents tests réalisés avec le neuropsy qui dit bien, je certifie que voilà. On va passer maintenant à mon parcours. À quel âge on t'a diagnostiqué? Comment tu as été amenée à faire un test de TSA? Donc j'ai été diagnostiquée à mes 17 ans, j'en ai aujourd'hui 21 pour ceux qui ont vu la FAQ de la première partie. Et en fait comment j'en suis arrivée là, c'est que depuis petite j'ai des traits autistiques, voilà clairement. Je me balançais souvent, il y a des membres de ma famille qui disaient mais regarde elle se balance, ça se voit qu'elle est autiste. Bon après c'est pas que comme ça qu'on sait qu'on est autiste hein, évidemment, mais pour d'autres raisons que j'ai expliquées implicitement dans l'autre partie, quand je racontais plus en détail comment j'étais quand j'étais petite. Pour plein de trucs en fait on s'est posé des questions, enfin plutôt ma mère. Et en fait, ma mère a une copine qui s'est fait diagnostiquer autiste à 40 ans. Et en discutant avec cette même copine, elle lui a dit mais emmène Eline à faire un test, hein, parce que là il y a de fortes chances qu'elle le soit. Et c'est comme ça en fait que je suis arrivée à faire un test pour le TSA. Et donc voilà ce que ça a donné. Aujourd'hui je vous fais des vidéos où j'en parle. Je me serais jamais imaginé il y a quelques années faire ça, hein, vraiment pas. Quels ont été les signes avant-coureurs qui t'ont amené à faire un test du TSA? Comme je le dis depuis le début de la vidéo, forte hypersensibilité au bruit et à la lumière. Surtout quand il y a des flashs, genre je suis déjà allée en concert quelques fois dans ma vie et le plus dur c'était même pas le son qui était fort, c'était les lumières. Genre quand il y a des stroboscopes, mon dieu. C'est vraiment l'attaque de panique assurée, je peux tomber dans les pommes carrément. J'ai eu une agoraphobie aussi, j'ai eu la phobie de la foule, difficulté avec les relations sociales, très souvent du mal à mettre des filtres quand je m'exprime. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour de l'irrespect, c'est pas le cas. Voilà, je conçois que ça puisse paraître irrespectueux, mais c'est juste que je m'exprime pas de la même façon parce que je ne pense pas comme vous. Comment as-tu osé aborder le sujet des suspicions de l'autisme avec ton psy? J'ai eu du mal un peu, parce que peu importe avec qui j'en parle, j'ai peur de pas être prise au sérieux. Moi personnellement, je vois une psy depuis 2019, c'est la même. Et ça se passe vraiment très bien, et avec elle j'ai jamais eu aucun souci. Elle lui parlait de mes suspicions. Elle a jamais nié quoi que ce soit concernant mon TSA. Par contre, je voyais un psychiatre que j'ai commencé à voir peu de temps avant de lui parler de mes suspicions. Et lui directement il m'a dit mais vous êtes une femme ne peut pas être autiste. On voit quand même le niveau d'information du médecin. Est-ce que c'était facile de te diagnostiquer malgré le fait que tu sois une femme? Donc je pense que vous avez compris avec les réponses précédentes que ça n'a pas été forcément facile parce que j'ai souvent eu l'étiquette de dépressive avec des troubles de l'humeur. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant ton diagnostic? Je pense que c'était surtout la peur du jugement, comme j'ai dit, de pas être prise au sérieux, d'en dire trop ou pas assez, et que ça puisse fausser le résultat en fait. J'avais trop peur d'oublier des détails de ma vie hyper importants,
de mon quotidien qui font que finalement, vu que je dis pas ça, bah, on pourrait soupçonner que je le suis pas, mais en fait je le suis. Et j'ai trop peur d'avoir une étiquette fausse. De par exemple, si j'avais pas été diagnostiquée autiste, j'aurais fait d'autres tests pour voir ce que j'ai, parce qu'il y avait forcément quelque chose avec ce que j'ai vécu, avec mes symptômes, etc. Donc peut-être qu'on se serait dirigé vers un diagnostic bipolaire, je sais pas. Et en fait, j'aurais eu trop peur d'avoir mal dit quelque chose durant mon premier diagnostic et que du coup, on soit passé à côté et que j'ai, malgré moi, une étiquette bipolaire, alors qu'en fait, je suis autiste, enfin voilà. Et je pense que c'est aussi en partie parce que ça n'a pas été pris hyper tôt. Comme je l'ai dit, pendant hyper longtemps, moi j'ai été juste diagnostiquée dépressive et ça m'a saoulée, vraiment, parce que je savais qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait énormément d'autres choses à côté qui faisaient que c'était pas qu'une simple dépression. Après, ce qui m'a aussi rassurée, c'est qu'il y avait ma mère qui était présente pendant certaines séances, qui étayait mes propos si j'avais besoin, qui rajoutait des choses si elle avait des choses à dire, etc. Donc j'avais au moins la légitimité de ma mère, quoi. Comment as-tu réagi suite à ton diagnostic? En vrai, j'étais surtout soulagée parce que ça faisait 17 ans que j'avais des symptômes, des difficultés, des traits, mais je savais pas ce que c'était concrètement. Et le fait qu'il y ait enfin un mot posé dessus, ça aide vraiment à se sentir légitime. Et je pouvais enfin dire, je viens pas à votre soirée parce que je supporte pas telle ou telle chose, et j'en avais marre de passer pour la meuf chiante et rabat-joie en fait. As-tu déjà douté de ton diagnostic? Moi-même non, parce que ça me paraît tellement évident en fait. Je suis l'autiste en personne. S'il y avait un mot pour définir l'autisme, c'est moi. Évidemment, c'est pas vrai, hein. Chaque autiste a des traits très spécifiques à l'autisme, hein, c'est n'importe quoi ce que je dis. Juste, c'est vrai que quand on connaît l'autisme, c'est tellement évident que je le suis. C'est plutôt les psychiatres en fait que j'ai vus, quand ils connaissent pas l'autisme, ils disent mais non, ça, tout ce que tu me dis, ça ressemble juste à de la bipolarité. Et c'est chiant en fait, c'est drainant parce que tu peux pas contredire un médecin qui est censé connaître son métier. Juste tu rentres chez toi bredouille et tu te dis bon je vais encore changer de psychiatre. Est-ce que tes parents ont facilement accepté ton diagnostic? Oui, surtout ma mère en vrai, vu qu'elle m'a accompagnée dans toutes les démarches, etc. Mon père a été pas mal absent durant cette période, parce que je vivais avec mon beau-père depuis mes 12 ans. Et d'ailleurs quand je dis mes parents, je le répète, j'ai déjà dit dans la première partie, mais quand je dis mes parents, j'inclus la plupart du temps mon beau-père et ma mère. Voilà. Mais mon père biologique m'a jamais jugé sur ça, hein, loin de là. Au contraire, d'ailleurs, c'était surtout mon beau-père, qui est du coup mon père adoptif, durant le processus, qui avait du mal à comprendre que je pouvais l'être parce qu'il avait une image biaisée en fait de l'autisme. Et dès que j'ai eu mon diagnostic, il est devenu hyper open. Enfin, j'ai jamais eu vraiment de jugement à proprement parler sur ça. Au contraire, il a plus compris certaines de mes réactions et de mes comportements face à certaines situations. Et je pense que ça l'a plus aidé même, lui aussi. Ça lui a même ouvert les yeux sur le monde de la neuroatypie. Et aujourd'hui, il est assez renseigné et même très engagé dans la cause. Est-ce que savoir que tu es autiste et TDAH t'a aidé dans la vie? Du coup, pour toutes les raisons que j'ai citées pour le diagnostic, oui, énormément. C'est une grande chance d'avoir pu être prise en charge assez rapidement quand même. 17 ans, c'est pas très très jeune, mais c'est quand même beaucoup plus jeune que la plupart des gens, surtout des femmes. Bon, désolée si c'est pas la même lumière, je reviens 1 heure ou 2 après parce que ma caméra n'avait plus de batterie. Allez, on reprend. Je pense être autiste, mais j'ose pas aller voir un professionnel. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'aller voir un professionnel, même s'il est spécialisé dans l'autisme, parce qu'on n'est jamais à l'abri honnêtement de jugement ou de malinformation de la part du professionnel. En vrai, pour ça, il faudrait, comme j'ai dit plus tôt, sur comment trouver des bons médecins, voir les avis sur internet, demander à tes proches s'ils connaissent pas des professionnels qui ont l'air sympas. Et si jamais il n'est pas spécialisé dans l'autisme, tu demandes à des professionnels que tu rencontres en amont, s'ils n'ont pas des contacts, etc. C'est déjà pas facile d'en trouver des spécialisés dans l'autisme. Moi j'ai trouvé une psychiatre spécialisée dans l'autisme sur Doctolib pour me faire valider mon diagnostic par la neuropsy. Donc voilà, je sais que c'est pas facile, mais ça se trouve. Et c'est même très important d'y aller.
quitte à se prendre un refus, 2 refus. C'est pas facile de se prendre des réflexions de la part d'un médecin, surtout quand c'est censé être son métier. Et malheureusement, on est énormément à l'avoir vécu. Mais ça se trouve vraiment, et ça existe, des bons médecins. Ils sont évidemment pas tous mal informés. Et j'ai vu beaucoup de psychiatres dans ma vie, et jusqu'à présent, il n'y en a aucun qui m'a vraiment convenu. Par contre, psychologue, j'en ai fait aussi beaucoup. Mais j'ai quasiment tout de suite trouvé la psychologue qu'il me fallait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 2019, je la vois avant toutes les 2 semaines, maintenant c'est tous les mois. Donc voilà, je vais me remettre un petit peu face à vous parce que là j'étais plus sur le côté qu'autre chose. Maintenant on va parler d'autodiagnostic, j'ai des questions sur ça. Comment et où trouver les bonnes infos pour s'autodiag et est-ce que tu valides et légitimes l'autodiag? Alors ce n'est que mon humble avis évidemment. Personnellement, je recommande pas l'autodiag pour quelques troubles ou pathologies que ce soit, hein, pas que pour l'autisme et le TDAH, vraiment c'est pas quelque chose que je conseillerais parce que ça peut facilement porter préjudice aux personnes diagnostiquées et ça peut du coup les décrédibiliser aussi si c'est facilement autodiagnosticable. Maintenant, je suis personne pour juger qui que ce soit ni quoi que ce soit. Et je suppose que si certaines personnes se tournent vers l'autodiag, c'est qu'il y a des raisons. Perso, je conseillerais pas de se fier à des tests internet ou de quoi que ce soit. Évidemment, il y a plusieurs listes qui existent des symptômes du TSA où beaucoup de gens peuvent se retrouver. Mais voilà, sans un test d'un professionnel, je conseillerais pas de se dire autiste ou n'importe quoi d'autre que ce soit. Par contre, si vous voulez une idée, seulement une idée, de si vous pouvez être autiste ou pas, il existe un test internet qui s'appelle Aspie Quiz, il me semble si ça n'a pas changé le nom, et je le conseille lui parce que je le trouve assez complet. Je l'ai fait avant mon diagnostic et j'avais il me semble 37% de neurotypie et du coup le reste en neuroatypie. Je vais pas faire le calcul maintenant, je suis très nulle en calcul mental. Voilà, il a duré je sais pas 15 ou 20 minutes à être réalisé entièrement, c'est sous forme de questionnaire comme un petit peu on retrouve dans le vrai test. Et je répète, ça vous donne uniquement une idée, ça ne remplace pas un vrai test avec un professionnel. As-tu fait le choix de ne pas parler de ton autisme à certains proches et si oui, pourquoi? En vrai, pas vraiment. J'ai surtout décidé de ne pas en parler directement parce qu'ils me connaissent comme tel depuis toujours et je voulais pas qu'un mot puisse fausser la façon dont ils me voient. Mais je l'ai pas caché non plus, en fait je l'ai plus placé naturellement dans des sujets de discussion, genre hyper naturellement. Par exemple, non mais enfin t'as vu comme je suis autiste, je peux avoir des moments où des fois... Voilà. Et en vrai j'ai pas eu tant de questions que ça, genre c'est comme si depuis toujours je le savais et que c'était juste eux qui sortaient de l'œuf quoi. Donc voilà, ni vu ni connu. Maintenant on va passer dans la partie mon autisme au quotidien. Donc quels étaient tes traits autistiques lorsque tu étais enfant? Quels ont été tes premiers traits autistiques visibles? Est-ce que tu as passé ton enfance à masquer tes différences ou est-ce qu'elles étaient visibles? Quand j'étais petite, j'avais pas mal de stéréotypies, du coup, comme je disais, je me balançais pas mal. Je pense que je masquais énormément de choses, mais inconsciemment, comme le fait de supporter certaines situations. Ma mère, elle m'a déjà emmenée à des manifestations, par exemple. Et je l'ai visiblement bien vécu, peut-être que dans ma tête c'était pas le cas. Et au niveau des interactions sociales aussi, je masquais énormément, ça se voyait pas directement avec les autres que je pouvais avoir un TSA. C'est plus à partir du fin collège, genre de la 4e, que là j'ai eu des vrais soucis avec les gens. Voilà. Comment va la fatigue physique et mentale avec ton handicap? Est-ce que vous connaissez la théorie des cuillères? Pour faire très simple, on va comparer les cuillères à un taux d'énergie, d'accord? Les neurotypiques, donc les personnes non autistes, non TDAH, etc., quand elles se réveillent le matin, elles ont 10 cuillères. Les personnes autistes, elles en ont 4, d'accord? Rien que le fait de se lever, de devoir s'habiller, de sortir de chez nous et tout, l'autiste, il va dépenser déjà 2 cuillères, alors que la personne neurotypique, peut-être 0 ou 1 à la rigueur. Et en fait, au cours de la journée, plus tu dépenses ton énergie, plus tu dépenses 2 cuillères. Donc la personne autiste, elle va être à 3 cuillères, puis 2 cuillères, puis 1 cuillère, puis moins 1 cuillère, puis moins 2 cuillères, etc. Et en fait, petit à petit, elle va devoir demander à la banque à cuillères
de la nouvelle énergie. Donc en fait à la fin de la journée, les personnes autistes elles ont genre moins 10 cuillères et les personnes neurotypiques peut-être qu'elles en ont une ou deux encore. Sauf que pour les neurotypiques, ça se régénère en dormant la nuit et le lendemain matin il y a de nouveau 10 cuillères. Sauf que pour les personnes autistes, elles vont être encore à... Peut-être qu'elles ont récupéré une cuillère, du coup elles vont pouvoir rembourser une cuillère à la banque à cuillères. Sauf que pour le reste des cuillères, eh ben, il faut prendre du temps pour soi. Il faut rester à la maison, se reposer, dépenser le moins d'énergie possible. Sauf que c'est pas facile dans la vie de tous les jours quand tu fais genre un 35 heures par semaine. Donc en fait, tu accumules des prêts à la banque à cuillères. Et petit à petit, bah, tu as un taux d'énergie à moins 200. Et pour te remettre de ça, bah, il faut que tu prennes, je sais pas, une semaine complète pour te remettre parfois même d'un seul événement. Tout ça pour vous dire que le niveau d'énergie chez moi il est très bas d'une manière générale. Je suis très souvent fatiguée. Je dors beaucoup. Je dors 10 à 13 heures par nuit, si ce n'est plus. Celle-là, la zéro crue comme ça, c'est tellement la meilleure, l'ultra pitchy zéro sucre. Comment évaluerais-tu ton autisme cette année? Plutôt régressif ou en évolution? Alors c'est vrai que chez les personnes autistes, il y a beaucoup de phases comme ça, de régression ou d'évolution. Il y a des fois où tu sais pas pourquoi, tous tes traits autistiques vont être fois 1000 et tu vas être en big phase de régression. Et puis d'un coup ça va mieux, on sait pas pourquoi, et puis voilà. En réalité, je sais pas trop, j'ai eu des soucis, oui, j'ai eu des moments de régression. Et j'ai eu des soucis au travail d'ailleurs à cause de ça. J'ai fait beaucoup de meltdown cette année, peut-être même plus que l'année dernière. Mais j'apprends aussi à masquer de moins en moins, donc c'est peut-être aussi pour ça des fois qu'on a cette impression de régression. C'est vrai que si on masque plus, bah d'un coup on a des traits qui sont visibles. Nous qu'on faisait exprès de cacher, mais pour les autres, c'est comme si ça venait d'apparaître. Oh non, j'ai cassé ma chaussette. J'avais des chaussettes Jack avec des espèces de petits pompons comme ça, je les cassé. C'est pas grave, c'est mignon. Ça fait un mini doudou Jack. Attendez, je vais le mettre là. Il va rester avec nous. Mais du coup, pour revenir à la question, aujourd'hui j'ai trouvé un rythme de vie qui me convient assez bien, où j'arrive à avoir mon quota d'heures de sommeil. J'arrive à récupérer mes cuillères quand il y a besoin. Et mon copain m'aide énormément aussi dans la vie quotidienne, ça c'est indéniable. Souvent les personnes autistes ont du mal avec le contact, est-ce que c'est ton cas? Pendant très longtemps j'ai eu énormément de mal. J'ai une cousine qui a mon âge et quand on était petite elle voulait toujours me faire des bisous et des câlins. Et moi j'étais toujours là à la repousser. Et notre famille trouvait ça très drôle. Avec le temps j'ai vu des personnes plus ou moins tactiles. J'ai vu comment elles faisaient, j'ai observé ces gens et j'ai trouvé ça super cool en fait. D'avoir cette proximité avec les gens. Du coup souvent j'ai essayé de faire pareil et ça va un peu mieux au niveau de la tactilité. Du tactile, je sais pas comment on dit. Mais quand c'est vraiment pas voulu, quand je refuse le contact et qu'on me touche quand même, ça peut me faire vriller, mais vraiment. Je répète mon... Je sais plus si c'est dans cet FAQ là ou dans l'autre que j'en parlais, vu que pour moi c'était tout le même jour. J'ai parlé de ma phobie médicale où je disais que j'avais la phobie des aiguilles. J'en parlais pendant la première FAQ je crois, quand je parlais de mes tatouages, quelque chose d'assez contradictoire. Et par exemple chez le médecin, s'il y a besoin d'une consultation, je peux pas, je ne supporte pas le contact physique du médecin. Puis tout à l'heure je suis quasiment dos à vous, c'est une envie. Ça m'est déjà arrivé de donner des coups de pied au médecin parce qu'elle voulait soulever mon t-shirt pour me tâter le ventre, je sais plus, j'avais mal au ventre, j'étais pas allée à l'école. Et j'ai donné des coups de pied à la meuf parce qu'elle voulait soulever mon t-shirt et que je voulais pas. Consentement en fait, t'es qui toi? As-tu déjà reçu des moqueries dues à ton autisme? Dans la vraie vie, je sais pas. J'ai déjà été moquée parce que je suis différente, ça c'est clair, pas que physiquement. Et après c'est surtout de l'incompréhension, genre quand je faisais des crises d'angoisse en cours, beaucoup des profs en fait. J'ai l'impression que c'est plus les adultes que les gens de mon âge bizarrement. Mais par exemple, ça m'est déjà arrivé que une copine de classe me sorte de cours parce que j'étais en train de faire un meltdown. Et après, on m'a rapporté que la prof avait dit « Mais pourquoi? Pourtant, ils sont beaux les cahiers. » C'est absolument pas quelque chose à dire, hein. Voilà. Comme si genre il y avait aucune raison que je fasse une crise d'angoisse parce que les cahiers sont jolis.
Ah oui, et une autre anecdote, j'ai beaucoup de mal avec les imprévus. C'est quelque chose que je gère très mal au niveau de la frustration. Parce que dans ma tête c'était prévu d'une certaine façon et en fait dans la vraie vie ça se passe pas. Et au bac, moi j'ai passé un bac STMG, je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure quand je parlerai de mon parcours scolaire. Du coup j'ai eu une épreuve de droit économie et ça faisait 1 heure qu'on avait commencé. Et d'un coup il y a quelqu'un qui arrive et qui nous enlève les feuilles. Et en fait il nous dit que le sujet a fuité, donc il faut sortir les sujets de secours. Sauf qu'on est resté genre 45 minutes comme ça à attendre les sujets. Quand les nouveaux sujets arrivent, j'étais tellement bouleversée du fait qu'on me retire ma copie, qu'il faut se remettre après dans un mood de travail et tout. Enfin, l'imprévu que j'avais pas du tout prévu, évidemment. En fait, quand les sujets sont arrivés, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse. Et la prof m'a sorti de cours pour essayer de me consoler pendant 20 minutes. Du coup, j'ai perdu du temps sur mon épreuve. Ça m'a fait stresser et j'ai mis, je pense, 45 bonnes minutes à me remettre au travail parce que j'arrivais plus à me concentrer après ça. Genre vraiment après une crise d'angoisse. Enfin, quand j'ai crise d'angoisse, en vrai, c'est mal dit parce que c'est pas vraiment une crise d'angoisse, c'est une crise autistique. Mais depuis longtemps, j'appelle ça des crises d'angoisse parce que je les appelle comme ça avant de savoir que je suis autiste. Et donc après une crise autistique, on a énormément de mal à se remettre les idées au clair parce que on a dépensé quand même beaucoup d'énergie, donc beaucoup de cuillères dans la crise. C'est pas rien de faire une crise autistique. Sinon sur les réseaux, ouais, ça y va les moqueries. Hein. Vraiment. Est-ce que les gens te croient quand tu leur dis que tu as un TSA ? Dans la vraie vie, j'ai encore une fois pas eu trop de soucis vis-à-vis de ça parce que je pense que quand tu me connais en vrai, ça se voit qu'il y a un truc. Mais sur les réseaux, c'est pas la même. Hein. En plus, comme j'en parle depuis pas très longtemps, les gens pensent que je me suis réveillée un jour et que j'ai dit ah, aujourd'hui je me sens bien autiste. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais on est autiste toute sa vie. On est autiste et on meurt autiste. As-tu des objets pour te réguler ? J'ai un élastique souvent autour du poignet qui est actuellement dans mes cheveux, donc c'est un mauvais exemple. Et je devrais avoir des fidget toys, mais j'y pense pas. Je pense pas nécessairement à prendre du matériel avec moi quand je sors, mis à part mon casque anti-bruit. Mais c'est vrai que quand j'en ai l'occasion et quand j'en ai, ça m'aide beaucoup. Ouais. D'ailleurs, à propos de ça, petit exclu, il y aura bientôt une surprise sur mon compte Insta, mais je vous en dis pas plus. Comment fais-tu pour éviter des crises quand tu es dans une situation stressante ? J'ai souvent du mal à l'éviter. C'est mon copain en fait qui fait tout pour m'accommoder et qui me retire un maximum de stress. Il y a quelques jours par exemple j'avais un rendez-vous stressant qui me rendait malade pour plein de raisons que je vais pas nécessairement énumérer maintenant parce que c'est un peu dans le domaine professionnel, privé et tout. Et juste il m'a dit mais arrête, juste n'y va pas, arrête de te mettre la pression. J'ai dit bon bah ok, bah tant mieux, bah c'est tout. En fait il prend mon stress comme ça, il fait et il le jette très loin. Il y a problème, il n'y a plus de problème. Et que ressens-tu quand tu es en surcharge sensorielle ? C'est comme une oppression, une agression en fait du monde extérieur. Je pourrais pas mieux l'expliquer que ça. C'est une survigilance et une suranalyse de mon environnement. Comme si j'étais attaquée de partout, par tous les sens. Ouais, je me sens littéralement agressée et ça peut en faire mal physiquement quoi. Et comment je gère mes crises quand je suis seule ? Bah, je les gère pas trop en fait. Ça m'est déjà arrivé d'en faire seule et juste je pense que j'appelle ma mère ou mon copain si je suis seule. Quelqu'un, j'appelle un soutien moral et émotionnel. C'est tout ce que je peux faire. Je déteste les appels, donc j'ai du mal à avoir le réflexe d'appeler ma psy par exemple, même si je pense que je devrais dans ce genre de situation parce qu'elle arrête pas de me le répéter. Mais mon copain ou ma mère par exemple, c'est des gens que j'ai l'habitude de côtoyer et d'appeler aussi, donc j'ai pas ce problème-là. Et c'est la seule solution pour m'aider en fait, je pense. As-tu un traitement pour gérer l'anxiété ? Alors, j'ai un traitement, mais c'était initialement pour les troubles de l'humeur. C'était pas nécessairement pour l'anxiété directement. Et je le prends depuis environ 6 ans, je pense. Donc c'était même avant d'avoir mon diagnostic. Et comme il m'a régulé assez rapidement et correctement, j'ai pas eu forcément le besoin de le changer. Même si je sais pas si du coup il est ultra adapté à mon trouble. Mais bon,
J'ai pas envie de recommencer là-dedans parce que changer un traitement c'est compliqué émotionnellement. Prends-tu des compléments alimentaires si tu as du mal avec la nourriture? Alors, j'ai dit dans la première FAQ que j'avais des TCA, mais j'arrive quand même plutôt bien à m'alimenter. J'ai juste des phases où je fais de l'hyperphagie, où en fait j'ai pas faim mais j'ai ce besoin en fait d'ingérer et quasiment tout ce que je trouve, je le mange. Voilà, donc c'est comestible. Et en fait, surtout depuis que je suis avec mon copain, il m'a énormément appris sur la nourriture, sur tout ce qui est comment fonctionnent les calories, les macros, etc. Je connaissais pas du tout ça, je savais même pas du tout comment ça fonctionnait. Et je m'alimentais très mal avant quand je vivais seule. Parce que du coup, de mes 19 à mes 21 ans, non, à mes 20 ans, en fait, pendant un peu plus d'un an, j'ai vécu seule pendant 1 an et un peu moins de 6 mois. Et après, j'ai rencontré mon copain, donc je me suis installée avec lui. Mais du coup, pendant toute cette période où je vivais seule, c'est vrai que je m'alimentais très mal. J'avais aussi, et j'ai toujours, une grosse addiction au sucre, c'est juste que maintenant je le gère mieux. Mais je pouvais manger un paquet de gâteaux par soir avant de m'endormir et me réveiller la nuit parce que j'ai faim à cause du sucre et remanger et me réveiller le matin et faire des malaises à cause du taux de sucre dans le sang. Enfin, c'était assez compliqué et je mangeais toujours la même chose. Enfin, voilà, je savais pas du tout m'alimenter en fait. En plus, mon copain cuisine très bien et varié et c'est trop bien. Où as-tu acheté ton casque anti-bruit? Est-ce que tu as des références de casques à conseiller? Moi, mon casque, je l'ai eu en cadeau à Noël, c'est un Bose, mais j'ai pas la ref exacte et là, je l'ai pas sous la main non plus. Sinon, les casques Apple ont un anti-bruit de fou. Ma mère en a un et elle me l'a prêté pour Noël si jamais vous avez vu ma vidéo sur Insta ou TikTok. Mais bon, ça fait chien le casque anti-bruit quand même. Est-ce que les aboiements de chiens peuvent te poser problème? Oui. C'est le genre de bruit qui me fait du mal physiquement, vraiment. Pourtant j'ai un chien mais j'ai de la chance, elle aboie quasiment pas. Ou alors quand elle aboie c'est 1 ou 2 aboiements et puis elle s'arrête. Les chiens de ma mère par exemple c'est un enfer, elles arrêtent pas d'aboyer. Et dans ce genre de situation ouais, parce que plus le bruit est aigu, plus ça va me faire du mal. Il y a certains sons précis dans des musiques qui me font mal aussi. Plutôt dans le mix du son, pas vraiment dans la chanson en elle-même. Genre si quelqu'un chante aigu, ça va pas me faire de mal. C'est vraiment dans le mix, je pense qu'on dit comme ça, le mix du son. Et un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal dans l'aboiement, c'est que c'est un bruit répété. Et ça peut me rendre complètement folle. Je supporte pas les bruits répétés, les mots répétés. Et encore une fois, je reprends l'exemple des chansons. Il y a certaines chansons où le chanteur répète un mot ou une phrase plusieurs fois. Alors, 3-4 fois ça va, mais au-delà, ça me rend complètement dingue. Ça me rend ouf, en fait, ça m'énerve vraiment. Je suis... je suis emparée d'une haine en moi à ce moment-là. Il vaut mieux pas me croiser, en fait. Comme les enfants d'ailleurs, hein. Les enfants qui font maman, maman plusieurs fois. Oh mon dieu, ça peut me rendre complètement dingue. Quand mon frère le fait à ma mère, je peux m'énerver, je dis mais réponds-lui, je t'en supplie. Il veut te dire quelque chose, c'est peut-être pas important mais on s'en fout. Quitte à ce que tu me coupes, quitte à ce que tu coupes ce que tu dis ou ma parole, je m'en fous. Juste réponds-lui s'il te plaît, je veux plus entendre ce bruit. Est-ce que tu as déjà essayé le Rubik's Cube? Bah pas vraiment en vrai, j'ai déjà testé très vite fait quand j'avais des potes qui en avaient quand j'étais en primaire. Mais j'aurais peut-être réessayé, peut-être que ça me ferait kiffer. Question très intéressante. L'autisme créant des hyper- et hyposensibilités, comment cela s'est-il passé quand tu t'es fait tatouer? Mais en réalité, je gère très bien la douleur. J'ai passé 5 heures à me faire charcuter la cuisse et ça s'est très bien passé. En parlant d'hypo-hypersensibilité à la douleur, du coup, j'ai une hyposensibilité des mains, plus précisément des doigts. C'est vraiment la chaleur en fait, précisément. Je peux sortir quelque chose du four sans me brûler, enfin en tout cas sans me faire mal. Et alors que les pieds c'est le contraire, j'ai une hypersensibilité de la chaleur des pieds, je peux même pas rentrer dans un bain tiède. C'est très contradictoire. Est-ce que l'autisme impacte ta vie intime, entre parenthèses sexuelle? Bah en vrai non. Pour le coup, je crois pas. Où as-tu appris la LSF? Alors, comme je disais tout à l'heure, pendant certaines crises, c'est possible que avec mon copain on communique en langue des signes. Alors LSF c'est-à-dire langue des signes française. Et je lui ai appris quelques signes assez faciles pour
les moments précis où je peux faire une crise, pour me demander par exemple de quoi j'ai besoin, me demander si le bruit ça va, ou si j'ai faim ou si j'ai soif, enfin voilà. Et donc comment j'ai appris la LSF, j'étais pas du tout en train de répondre à la question. J'ai appris, alors je connais pas du tout la langue des signes couramment, hein, je connais quelques signes, j'ai les bases on va dire, mais quand ma sœur était petite et quand mon frère était petit, ma mère communiquait avec eux un petit peu en langue des signes avant même qu'ils puissent parler. Je me rappelle que ma sœur elle n'arrive pas à se faire encore comme ça, c'est encore par exemple si elle avait encore faim. Et c'est hyper pratique du coup pour les bébés qui savent pas encore parler, c'est trop bien. Ou caca, pipi, etc. Enfin les mots de base quoi. Et après j'ai appris des comptines en LSF grâce à ma mère, hein, toujours. Mais pareil, ma mère elle connaissait les bases pour apprendre les bases à un bébé, mais c'est tout. Et sinon il y a une application, c'est un dictionnaire de signes qui s'appelle Elix. Si jamais ça m'aide pas mal de fois à trouver des signes en fait. Sinon avec des tutos, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube, enfin voilà. Ok, là on entre dans la partie plutôt couple. Donc je suis en couple avec un neurotypique et j'ai l'impression que c'est impossible que ça marche. Comment tu fais? C'est vrai que c'est vraiment pas facile le combo neurotypie, neuroatypie parce qu'il peut y avoir beaucoup d'incompréhension. Que ce soit de la part du neurotypique ou du neuro-A. Juste comment je fais, on a instauré une communication qui est vraiment optimale. Et c'est quelqu'un déjà de base qui a une grande sensibilité émotionnelle. Mon copain il a une grande maturité émotionnelle. Donc c'est sûr que ça aide. C'est pas vraiment comment je fais moi, c'est comment on fait dans le couple en fait. C'est pas à lui ni à moi de m'adapter à 100%, c'est à nous deux de faire l'effort pour essayer de s'adapter. Même si quand on est neurotypique, je pense que c'est quand même plus facile de s'adapter que le contraire. Parce qu'on a un fonctionnement quand même bien à nous. Et nous demander de changer ce fonctionnement, ça peut être très compliqué, ça peut même engendrer beaucoup de frustration et de crise. Mais je suis d'accord avec le fait que c'est pas non plus à eux de faire 100% du travail. Et c'est en ça du coup c'est compliqué parce que quand t'es avec quelqu'un avec qui t'as pas du tout le même fonctionnement, il y a forcément des moments où ça va pas le faire et c'est pour ça qu'il faut que vous trouviez vous votre propre façon de fonctionner et de communiquer. Est-ce qu'une personne autiste peut trouver quelqu'un facilement? Comme une personne neurotypique je pense. Enfin, tout le monde peut trouver quelqu'un facilement en soi. C'est juste après, est-ce que la relation va fonctionner ou non, ça c'est autre chose. Quand on est autiste, comme j'ai dit plus tôt, c'est compliqué de s'adapter à un fonctionnement qui n'est pas le nôtre. Donc, d'ailleurs même entre personnes autistes, hein, c'est parfois compliqué de se comprendre parce que en tant qu'autiste, quand quelqu'un n'a pas le même fonctionnement, c'est toujours difficile de s'adapter. Et d'un autiste à l'autre, le fonctionnement est totalement différent. Donc c'est pas parce que deux autistes sont ensemble que forcément ça va être hyper facile. Quelle qualité un partenaire devrait absolument avoir pour une relation amoureuse avec une personne neuroatypique? Je dirais la patience, déjà. La patience, la tolérance, la compréhension. Et je pense que tout passe par la patience, parce que si t'es tolérant mais que t'as aucune patience... Quelles sont les différences entre ton copain et toi? En vrai, on est très similaires, mais on se complète énormément sur beaucoup de choses, notamment notre façon de communiquer. Parce que, justement, je vais reparler de ça. Je vais reparler communication. On fonctionne pas du tout de la même façon au niveau de la communication. Moi, dès qu'il y a un souci, je le vois, je le sens, et j'ai besoin d'en parler maintenant, sinon ça me trotte dans la tête, sinon... je vais me faire 1000 films, j'ai besoin que ça s'éclaircisse maintenant dans mon cerveau, sinon ça va pas, jusqu'à ce que je sache ce qui se passe. Et pour mon copain, c'est totalement le contraire. Lui, quand il a quelque chose qui va pas, il le garde pour... Oh, mon cœur, il a fait un bond. Ah, ça m'a coupé dans mon explication! Je disais quoi? Je vois ce genre de bruit inattendu. En fait, c'est comme les aboiements de chiens. C'est aussi pour ça que j'ai trop de mal avec. C'est parce que je l'ai pas attendu, ce bruit. Et je m'attendais pas à l'entendre. Et... attendez, j'ai besoin d'une gorgée de Monster. Comme les bruits de moto. Oh, mon dieu, qu'est-ce que ça m'angoisse ça. Ça m'énerve et ça m'angoisse en même temps. Du coup, oui, mon copain, il a besoin en fait de tout garder en lui parce qu'il a besoin de processer son émotion et de savoir pourquoi est-ce qu'il ressent ça.
il en parle pas du tout parce que sinon il peut dire des choses qu'il pense pas nécessairement, ou alors vu qu'il a pas bien traité son émotion pour l'instant, il peut mal s'exprimer sur ce qu'il ressent et tout, et juste lui il a besoin de prendre du recul et moi j'ai besoin de savoir maintenant. Donc c'est assez compliqué et c'est pas toujours facile ni pour lui ni pour moi de nous adapter au fonctionnement de l'autre. Et du coup ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de se parler directement en face, on a eu l'idée de se mettre des mots sur la porte. Ça peut aider dans certaines situations, et en fait dès qu'on a trouvé ça, on s'en est servi pour se mettre des petits mots mignons. Du coup on s'en est jamais vraiment servi de cette façon là, mais en fait que ce soit lui ou que ce soit moi, on s'est jamais disputé à proprement parler, à se crier dessus par exemple. On est beaucoup dans la bienveillance l'un envers l'autre et dans l'ouverture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On partage énormément nos ressentis après. Une fois que la crise est passée, enfin une crise c'est pas vraiment ça, c'est... En fait souvent ça part de rien. C'est souvent qu'il y a une incompréhension ou un quiproquo ou un truc comme ça. Et du coup lui il va se braquer parce qu'il a pensé que j'ai pensé quelque chose ou que j'ai dit quelque chose qui n'était pas ce que je voulais dire. Et donc ça va créer, c'est ça en fait, un quiproquo. Et pourquoi je disais ça? Et ensuite, voilà, quand il a processé son émotion et tout, on se pose, on en parle calmement, on dit voilà mon point de vue, voilà pourquoi j'ai réagi comme ça, voilà ce que j'ai pensé. Et après, l'autre dit son point de vue à lui. Et très souvent, c'est ça part d'une incompréhension et donc tout revient dans l'ordre. Après, ça arrive de pas être d'accord l'un envers l'autre et c'est ok. Heureusement qu'on n'est pas toujours d'accord non plus, surtout. Combien de temps as-tu mis pour t'habituer au contact physique de ton copain? J'ai pas eu de temps d'adaptation, c'était directement... moi, quand je suis en couple avec quelqu'un, j'ai besoin d'énormément de contact physique. Et ça tombe bien parce que mon copain est très tactile avec moi, donc... est très très affectueux, vraiment. C'est quelque chose que j'adore parce que je l'ai eu très peu ça dans mes relations précédentes. Est-ce que ton PSA prend une place importante dans ton couple? En vrai, oui. Je pense quand même. Parce qu'il y a énormément de moments où il doit m'accommoder, où il doit s'adapter à mes routines, où il sait qu'il y a des moments où je peux partir en crise et je pense que c'est pas non plus tout repos pour lui. Genre dès qu'on va au centre commercial parce qu'on a quelque chose de précis à faire, soit aller dans une boutique en particulier, soit parce qu'on veut manger quelque chose en particulier. En fait, si c'est fermé ou s'il n'y a pas ce que je veux, ça risque d'énormément me frustrer. On revient sur les imprévus, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça peut très facilement me faire partir en crise. Et aussi à cause du bruit, à cause du monde, etc. Et même à la maison, en fait, il y a énormément de trucs qui font que je peux partir en crise facilement. Et c'est vrai que pour moi, c'est évident que c'est pas facile, mais pour lui non plus. Parce que le moindre truc, il essaye de faire au mieux. Mais il y a des fois où ça va au-delà de ça, où c'est juste moi qui pète un câble sur un truc où il peut pas m'aider. Donc ouais, franchement, je pense que mon TSA prend quand même une grande place dans mon couple. Comment ton copain t'aide au quotidien? Du coup, je pense que j'ai un peu répondu à cette question. En vrai, il essaye vraiment de tout faire pour m'accommoder. Le fait qu'il soit très patient et très tolérant, ça m'aide énormément aussi, évidemment. J'ai pas honte d'être qui je suis avec lui, et ça, c'est précieux. J'ai jamais masqué avec mon copain, donc dès qu'il y a un inconfort, il le sait, il le ressent et je lui fais part. Et de toute façon, il le voit parce que je peux pas le cacher. Je suis quelqu'un qui n'a pas de filtre et ça se voit directement qu'il y a quelque chose qui va pas. Et franchement, il fait vraiment tout pour rendre mon quotidien le plus doux possible et c'est trop bien. Comment ça se passe avec ton copain quand t'es en crise et que tu n'arrives plus à te contrôler? Il y a eu vraiment quelques crises de meltdown où vraiment je pète un câble et... Ouais, c'est vraiment le mot, j'arrive pas à me contrôler. Il reste près de moi, il attend que je me calme. Parfois il me serre aussi parce qu'il sait que ça peut m'aider. Et il attend. Voilà, il attend que je puisse parler, il attend que... Très très patient, toujours. Est-ce que ton copain était déjà sensibilisé aux neuroatypies avant toi? Je crois pas. Alors il a eu un diagnostic de TDAH juste avant de se mettre avec moi. Genre vraiment quand il est sorti de sa séance avec la psy, il me l'a dit direct parce que de base on était potes.
Je le redis parce que j'ai dit dans la partie 1, mais si jamais vous voulez une vidéo de comment on s'est rencontrés, parce que c'est pas banal du tout, je pense qu'il faudrait faire une vidéo rien que pour ça. Du coup non, pas tant. Je sais pas si il connaissait des personnes autistes avant moi, je pense pas. En tout cas je pense qu'il savait pas qu'elles étaient autistes. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal côtoyé de personnes avec des troubles psychiatriques. C'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, déjà de base. As-tu parlé de suite à ton copain de ton TSA? Oui, vraiment, il n'y a jamais eu de moment où il savait pas, enfin... Comme j'ai dit, de base on était amis, et directement, ça s'est su, enfin... C'est pas quelque chose que je cache en fait, souvent je le glisse, comme j'ai dit tout à l'heure, naturellement dans une discussion. Donc, ouais, ça n'a jamais été un secret. Es-tu déjà sorti avec une personne handicapée? Est-ce que être pervers narcissique c'est un handicap ou pas? Parce que non, en vrai je pense pas. Parce que j'ai pas eu déjà énormément de relations dans ma vie. Avant mon copain j'ai eu 3 relations. Ouais, je crois. Hein. Donc là officiellement c'est la 4e fois que je suis en couple. Et bah, je compte le garder de toute façon. Vu que c'est clairement l'homme de ma vie, hein, donc je serai plus en couple une autre fois et ça me convient très très bien. Est-ce que ton copain aussi a une neuroatypique? Donc comme j'ai dit, il a eu un diagnostic de TDAH, mais il n'a pas nécessairement passé de test. Par contre, c'est la psy qui lui a dit il y a un TDAH, mais c'est pas écrit noir sur blanc. Et ma mère pensait dès le début qu'il était autiste aussi, parce que c'est vrai qu'il a une façon de s'exprimer. Et il a quelque chose de différent, mais on n'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Il y a de fortes suspicions d'autisme, hein, je vous avoue, chez mon copain. L'autisme et le fait d'être en couple est peut-être difficile à gérer pour toi. C'est pas nécessairement le fait d'être en couple, c'est vraiment le fait de devoir faire subir des choses à la personne avec qui je suis qui est un peu plus compliqué. Parce que j'ai pas envie que la personne avec qui je suis souffre. Et j'ai pas envie de lui causer du tort, quoi. Je fais vraiment tout pour que mes crises l'impactent au minimum. J'ai fait beaucoup ça dans mes autres relations parce que j'avais trop peur de ça en fait, de faire du mal aux gens. Et du coup bah forcément tu masques en faisant ça. Et là comme j'ai décidé de plus masquer et que j'ai jamais eu l'habitude de masquer avec mon copain, bah peut-être qu'il y a des choses qui vont peut-être plus l'impacter, mais je sais qu'il m'en tient pas à rigueur parce que c'est mon fonctionnement et que je suis comme ça. Mais voilà, c'est vraiment le truc qui fait que ça peut être pas facile. C'est pas une question, mais ma copine a un TSA et tes vidéos m'aident beaucoup à communiquer avec elle. J'avais vraiment trop plaisir, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sachez que rien que le fait d'aider une personne, ça représente énormément pour moi. Donc il y a autant de personnes comme ça qui me disent que je les aide, c'est vraiment, ça me fait énormément chaud au cœur, mais vraiment. As-tu réussi à te faire de vrais amis? Je sais pas, parce que j'arrive pas vraiment à définir ce que c'est une vraie amitié. Si une vraie amitié c'est appeler la personne tout le temps, la voir tout le temps et tout, non. Si c'est passer du bon temps quand on se voit et ne pas avoir honte de raconter ses problèmes, oui. Mais c'est des gens que je vois assez peu. J'en ai parlé un peu dans mon vlog sur YouTube. Voilà, c'est très rare chez moi les amitiés et ceux que je considère comme mes amis, bah voilà, je les vois très très peu. Donc je sais pas. Pour répondre à la question, je sais pas. Te sens-tu exclu par moment dû à ton autisme et comment gères-tu cette solitude? Oui, je me sens clairement exclue. Tout le temps. Je me sens tout le temps à part en fait. Peu importe avec... Enfin... Dire peu importe avec qui je suis, c'est pas vrai parce que quand je suis avec ma famille c'est pas le cas, avec mon copain c'est pas le cas. Mais avec des gens extérieurs à mon cercle vraiment proche, bah, c'est vrai que je me sens jamais à l'aise à 100%. Et comment je gère cette solitude, je gère pas. je sais pas. Enfin, moi là, Joker, je sais pas comment on fait. Je sais pas tout les gars. Hein. Moi vraiment on me pose des questions, je suis une meuf lambda qui a un TSA, c'est tout. Hein. J'ai pas la science infuse, voilà. C'est très bien que vous me posiez des questions, mais je peux aussi dire que je sais pas. As-tu eu du mal à avoir des amis en dehors des études? Bah j'ai eu que des amis en dehors des études. J'ai aucun ami de l'école.
peut-être un à la rigueur. Je sais pas trop si je le considère comme un ami encore, je pense que oui parce qu'on a été très proches. Mais on se voit plus aujourd'hui, on discute plus, on se parle pas par message, enfin voilà. J'ai eu une copine en BTS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Deux en vrai, deux copines en BTS. Une dans ma classe qui a arrêté très tôt et une qui était pas dans ma classe et qui a arrêté aussi. Mais pareil, c'est des gens que je vois très peu, avec qui je parle quasiment pas. Le reste des gens que je considère comme mes amis, c'est soit parce que c'est grâce à l'un de mes ex que je les ai rencontrés, soit grâce à ma cousine. En fait, c'est grâce à des gens que je les ai rencontrés, c'est pas moi directement. Je pense que les gens comme ton copain qui font des efforts pour te comprendre sont rares. Oui, très clairement, c'est rare, vraiment. C'est précieux si vous en avez, et gardez-les précieusement. C'est moins rare des gens qui acceptent, mais des gens qui comprennent, c'est rare, vraiment. Comment ta famille réagit quand tu fais une crise? Ils ont peur, la plupart du temps, parce que mes crises, elles sont assez monumentales. Je peux me mettre à hurler d'un coup, alors que personne n'a vu que ça allait pas forcément bien. Donc c'est assez surprenant, hein. Et en vrai, ça date de quand j'étais au collège, que j'ai fait des crises avec ma famille. Parce que les crises récentes que j'ai faites, c'était avec mon copain. Et quand je suis seule, je fais pas de meltdown. Quand je suis seule, je fais des shutdowns. Mais enfin, ils ont peur, hein. Ils ont peur parce que c'est surprenant. Après, oui, mon frère et ma soeur, ils ont flippé plusieurs fois. Et après, ma mère, elle essaye d'être présente pour moi et tout. Comment faire pour que ses proches réagissent correctement au meltdown? Je prendrai toujours la communication, hein, leur parler, leur dire pourquoi vous pouvez faire ce genre de crise, qu'est-ce qui vous met dans cet état. Et leur dire comment eux, est-ce qu'ils pourraient réagir pour vous soulager en fait. Parce que ça dépend de vous, de comment vous gérez vous déjà, et ça dépend de vos proches, de leur sensibilité à eux, ça dépend de plein de choses en fait. Peux-tu donner des conseils pour aider un enfant autiste à communiquer? J'ai parlé tout à l'heure des plaques de communication, c'est pas le bon mot, mais... et des cartes aussi de communication. Ah mon Jack! Et je pense que c'est déjà bien parce que un enfant, ça dépend de quel âge il a, mais ça peut être difficile avec des mots, surtout pendant les périodes non verbales. C'est déjà de base il est verbal ou pas, enfin ça dépend de plein de trucs. Je sais que les cartes de communication peuvent beaucoup aider, ou sinon apprendre quelques signes de LSF tout simplement. Ok les gars, on arrive vers la fin, il nous reste que quelques questions au niveau du travail, des réseaux sociaux et des animaux, ok? Restez concentrés, restez accrochés, on a bientôt fini. Mettez un emoji tournesol si vous avez regardé la vidéo jusque là. Est-ce que ça a déjà dérangé ton patron ou tes collègues que tu aies un TSA? Personne ne l'a su, en réalité. J'ai fait mon alternance dans une entreprise familiale, si je puis dire, parce que Marie de ma patronne, c'est le meilleur ami de mon beau-père. Donc, ils étaient déjà plus ou moins au courant de mes problématiques. Mais sinon personne n'a vraiment su, juste il y a eu des fois où je faisais des crises d'angoisse à mon lieu de travail et j'avoue que c'était pas top. Après ils m'ont toujours dit d'aller souffler, d'aller dehors et tout. Juste par la suite quand ça a un petit peu empiré, j'ai commencé à me mettre en arrêt. Là j'ai eu beaucoup d'incompréhension et j'ai beaucoup eu de personnes ados parce qu'ils n'ont pas compris que je les laisse tomber, que je les laisse en galère, etc. Je me suis rendu compte que j'ai zappé quelques questions. Je crois que j'ai fait une fausse manip à un moment et j'ai perdu quelques questions. Dont les questions pour parler de mon parcours scolaire, etc. J'ai essayé de faire simple et de faire rapide parce que j'ai fait beaucoup de choses. Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire même si j'ai pas fait énormément de choses en fait. J'ai changé de collège en 4ème, d'accord, parce que je déménageais. Et à partir de là, ça a été très compliqué avec les gens, etc. J'ai fait beaucoup de dépression. Et j'en ai jamais parlé une seule fois sur les réseaux, personne n'est au courant. Mais à ce moment-là, je sortais avec une fille. Et j'ai été victime d'homophobie à ce moment-là au collège. Et du coup, j'ai été harcelée pour ça. Et j'ai été harcelée, je viens de le dire. Et j'ai été déscolarisée. Désolée, là mon cerveau il commence à fatiguer, ça fait beaucoup de questions là que j'enchaîne. Et donc voilà, suite à ce harcèlement, ça a été très compliqué. J'ai eu pas mal de déscolarisation. En 3ème, au collège, dans ce collège-là, je m'étais faite un ami. Et j'arrive en 3ème, j'étais pas dans sa classe et j'étais dégoûtée. Du coup, ils m'ont changé de classe pour que je sois avec lui, sauf que du coup, j'ai été redéscolarisée parce que ça allait de nouveau pas bien. Et en cours d'année,
suis retournée dans mon ancien collège du coup. Parce que j'ai déménagé mais pas si loin que ça, je pouvais quand même y retourner. Ça se passait pas nécessairement mieux. C'était compliqué, j'avais beaucoup de stéréotypies et j'avais du mal à le cacher. En classe, je faisais que dessiner en fait. J'arrivais pas du tout à suivre les cours, c'était très compliqué. Donc voilà, et malgré plusieurs mois de déscolarisation, j'ai eu mon brevet avec mention assez bien, voilà, dinguerie. Ensuite, j'ai été acceptée dans un des meilleurs lycées de France en arts appliqués. Donc j'ai fait ma seconde là-bas où j'ai été déscolarisée quelques semaines parce que toujours je faisais beaucoup de phobie scolaire et phobie sociale. J'arrive en première, je crois que j'ai tenu une semaine et j'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté complètement et tout le reste de l'année j'ai été déscolarisée. Et pour avoir un semblant de vie sociale, j'ai été en hôpital de jour où j'étais avec des personnes autistes, des personnes dépressives, des personnes schizophrènes et plein d'autres, très certainement. Juste stagiaire, on n'a pas nécessairement encore de diagnostic parce que les médecins considèrent que beaucoup vient de l'adolescence seulement et qu'il n'y a pas forcément de choses profondes derrière ça. Là, j'avais genre 1 heure de cours par semaine. En vrai, j'ai plutôt bien vécu parce que les gens avec qui j'étais étaient plutôt cool. Voilà, je vous parlais dans la partie 1 d'une hospitalisation, je parle pas de ça. Voilà, ça c'est autre chose. L'hospitalisation que j'ai vécue, c'était avant l'hôpital de jour. Et cette hospitalisation-là, je l'ai très très mal vécue, ça a été mon plus gros traumatisme. Là, je vous parle vraiment de l'hôpital de jour, c'est complètement différent. Je suis restée toute l'année à l'hôpital de jour. Donc on est là-bas la journée et tout, et le soir on rentre, comme un hôpital de jour basique. L'année se termine et je voulais reprendre les cours parce que j'en avais marre de rien faire. Mais à appliquer, ça demande énormément de travail par contre. Parce que en seconde, on a 6 heures en plus dans notre emploi du temps. En seconde, on a 13 heures en plus et en terminale, on a 17 heures en plus de notre emploi du temps normal. Donc c'est énorme. On arrive à la fin de la vidéo, là j'ai de plus en plus de mal à me concentrer. Je pense que je vais faire pas mal de cuts. Et donc j'ai repris en STMG, sciences technologiques, du management et de la gestion, parce que je voulais être auto-entrepreneur. Je voulais créer ma propre entreprise, je savais pas de quoi, mais je voulais pas dépendre de quelqu'un. Je voulais vraiment être autonome et avoir mon propre rythme parce que pour une personne autiste c'est tellement un luxe d'avoir son propre rythme, vraiment. Et donc j'ai passé 2 années, vu que j'ai refait du coup ma première, dans un lycée pourri, archi nul, avec des profs incompétents. Mais bizarrement ça s'est bien passé, j'ai pas refait de phobie scolaire ni sociale à ce moment-là. Et donc j'ai voulu continuer en BTS. J'avais des très bonnes notes dans toute ma scolarité, vraiment j'étais dans l'une des meilleures de ma classe. En première et terminale, quand je suis revenue, pareil, j'étais la meilleure de ma classe. Et mes profs me disaient que j'avais le niveau d'être en fac et de faire même plus que ça. Donc pourquoi aller en BTS? Mais juste laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Et pour moi, le BTS, il n'y a rien qui t'apprend plus la vie professionnelle que le BTS. Et c'était ce que je voulais faire quoi. Donc je suis allée en BTS en MCO, donc Management Commercial Opérationnel, où j'étais dans une école privée, donc l'IPAG à Nice. Et comme je faisais une alternance, je faisais 42 heures par semaine. Voilà. Sans compter les 3 heures de train par jour, parce que mon alternance n'était pas dans la même ville que moi. Donc 1h30 à l'aller, 1h30 au retour de train, c'était très fatigant. Et vraiment j'arrivais sur mon lieu de travail, je pouvais m'endormir. Vraiment c'était assez hard. J'ai pas du tout tenu le rythme, j'ai quand même tenu quelques mois. Mais d'un coup j'ai dit stop, j'ai arrêté l'alternance. Et en fait dans cette école là, à ce moment là, parce que maintenant c'est plus le cas, à ce moment là, toutes les personnes étaient mélangées. Donc tu fasses une alternance ou pas, vous étiez tous dans la même classe. Par contre, on avait cours lundi, mardi, et le reste du temps, si t'avais pas d'alternance, t'étais tranquille chez toi. Donc à ce moment-là, quand j'ai arrêté l'alternance, j'avais que cours lundi, mardi, donc ça change quand même grandement. Et du coup, j'ai commencé à aller que en cours, mais petit à petit, pareil, j'ai lâché. J'ai lâché les cours alors que j'avais que 2 jours par semaine, mais j'y arrivais pas en fait. Le système scolaire, c'est pas fait pour moi. Et fallait quand même que je paye mon loyer, parce que même si j'ai des parents qui m'aident financièrement à ce moment-là, je veux pas non plus dépendre à 100% d'eux. Donc j'ai trouvé un emploi en CDI à 15 heures par semaine, à 1 minute à pied de chez moi. Vraiment, c'était en bas de chez moi, dans un Intermarché. Donc ça a été un temps, pendant même 1 an, voire plus.
Et après, bah pareil, j'ai fait... Il y a un gros blocage pour plein de raisons. En même temps, quand t'es hôtesse de caisse et que t'as un TSA, bah t'as du bruit toute la journée, t'as de la lumière toute la journée. Même si je travaillais que 3 demi-journées par semaine, c'était énorme pour moi. Et à un moment donné, voilà, j'ai plus supporté et maintenant je suis à mon compte sur les réseaux sociaux et je vis très très bien. Allez, je reprends le cours de mes questions du coup. Bon bah du coup j'ai à peu près répondu aux autres questions en fait. Comment tu gères le travail avec la fatigue chronique? Comment fais-tu pour combiner autisme et travail? Bah je gère pas. C'est pour ça que je suis en gros blocage et que j'arrête à chaque fois. J'ai beaucoup de mal en fait à me fier à un rythme qui n'est pas le mien. Et les gens ont du mal à comprendre ça. Ils disent que c'est de la flemme, que j'ai pas envie, mais c'est pas du tout ça, c'est que je peux pas en fait. Sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as commencé à parler de ton autisme dès que tu as eu ton diag? Et bah pas du tout, parce que j'ai été diagnostiquée à 17 ans et j'ai commencé les réseaux à 17 ans. Et je parle de mon diagnostic seulement depuis quelques mois seulement, ouais. Et pour vous donner un ordre d'idée, je crois que j'ai commencé du coup en 2021 ou 2022, j'arrive plus trop à me remettre les dates en tête. Mais de base, moi je parlais du roussisme, je parlais du racisme anti-roux, je parlais de ce que j'ai vécu en tant que personne rousse, pas du tout en tant que personne autiste. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos là-dessus, sur ce que j'ai vécu en tant que rousse, allez voir la FAQ de partie 1, parce que j'en parle pas mal. Et du coup, c'est aussi pour ça que les gens comprennent pas forcément que... Enfin, ils pensent que du jour au lendemain, je suis devenue autiste. Enfin, en fait, de base, non, c'était pas du tout la vocation de mon compte. Et c'est vrai que plus je faisais des contenus sur ça, plus ça marchait et plus je me rendais compte que j'étais pas seule. Donc c'est ça qui m'a donné la force de faire du contenu principalement uniquement sur ça. Allez, plus que quelques questions. Je commence à avoir mal au dos, je suis fatiguée, mon dieu, j'en peux plus. Et donc, pour la prochaine question, pourquoi tu parles plus souvent de ton autisme dernièrement? Bah voilà, en fait, je viens de répondre parce que je me suis rendu compte qu'on était plein à vivre ça et je me suis beaucoup sentie seule en fait avec mon TSA et je me rends compte de plus en plus que je suis loin d'être seule. Et parler de tout ça, ça vous aide vous, mais ça m'aide aussi énormément moi. Et le fait de voir qu'il y a autant de personnes qui me suivent pour ça, pour ce que j'explique, pour ce que je raconte, nombre de personnes qui commentent mes posts, toutes les personnes présentes dans mon canal Instagram, enfin c'est énorme pour moi, vraiment. Je suis hyper reconnaissante de tout ça. Étant sur les réseaux, je suppose que tu parles avec du monde, comment tu arrives à gérer ça? Plutôt bien, vu que c'est les seules personnes avec qui j'interagis dans la vie de tous les jours. Comme je l'ai dit, j'ai pas trop de vie sociale moi. Et ça m'aide en fait le fait de parler avec des gens, même si c'est des personnes entre guillemets pas réelles, même si vous l'êtes. Je vous connais pas dans la vraie vie. Et on sait très bien que les réseaux c'est pas la vraie vie. Mais j'essaie vraiment au maximum de répondre à mes DM, de vous parler. Après je sais que dernièrement je l'ai moins fait parce que comme il y a eu l'annonce de la FAQ, souvent je vous disais je te laisserai regarder ma vidéo parce que c'est vrai que ça me fait quand même dépenser du temps et de l'énergie de répondre à chacune des questions. Là je pense qu'il y a quand même énormément de questions. Après si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser évidemment en commentaire. Mais ça fait quand même un gros panel de questions là. Et de toute façon, quand je sens que ça me fait trop et que j'en ai marre de discuter ou des réseaux tout simplement, j'arrête de répondre. Et il y a des fois, c'est pas du tout contre vous, hein, mais c'est vrai que je coupe court à la conversation parce que j'arrête de répondre. Soit parce que je me dis je vais lire plus tard et j'oublie parce que j'ai énormément de messages. Soit parce que sur le moment présent, j'ai pas envie ou je suis pas en état et tout. Et après, voilà, j'oublie aussi. Comment fais-tu pour supporter les mauvaises personnes au sujet de ton handicap? Bizarrement, je le vis plus mal que quand c'était des remarques sur mon physique. Parce que comme je l'ai dit avant, je faisais uniquement du contenu sur ma couleur de cheveux. Et j'en ai eu des commentaires méchants sur ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à parler de mon autisme et qu'on a commencé à me dénigrer sur ça, et à remettre en cause mon diagnostic, à me dire MDR, ça se voit que tu fais semblant, ou ce genre de trucs, là c'est vrai que je l'ai beaucoup moins bien pris. Je sais pas si ça c'est cette tournure de phrase, mais là il est question de moi, de mes traumas, de mon vécu, et c'est dur que des gens que tu connaisses pas remettent ça en question. Voilà, j'ai reçu quand même beaucoup de messages. En fait, j'ai jamais reçu autant de mauvais commentaires que depuis que je parle de mon autisme. Et j'ai reçu d'ailleurs mon premier message de mort.
Ton chien doit être trop content d'être accompagné lorsque tu fais des crises d'hyperactivité. Alors ça, j'en ai parlé très récemment. Je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo FAQ, mais je vous ai fait une vidéo que je vais... Attendez. TDA n'existe plus. Aujourd'hui, on parle de TDAH, même s'il n'y a pas d'hyperactivité visible. Voilà. Je vais pas vous montrer la vidéo entière, vous avez qu'à aller sur mon profil pour aller la voir. Mais en fait, j'ai pas d'hyperactivité physique. L'hyperactivité, elle est dans la tête. Et beaucoup de personnes confondent TDAH et hyperactivité, c'est pas la même chose. Ça ne te demande pas trop d'énergie de t'occuper d'un chien. Très souvent, si. Mais maintenant qu'il y a mon copain, il peut prendre la relève très souvent et ça me soulage énormément. Parce qu'il y a des moments où j'ai pas du tout d'énergie, voilà, je suis en manque de cuillère. Et tout simplement il prend le relais le soir quand j'ai besoin de dormir, qu'il est genre 22h. Pour la dernière sortie, c'est lui qui va la sortir. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Est-ce que tu as déjà pensé à avoir un chien d'assistance? Et c'est la dernière question. Non. J'ai jamais pensé à avoir un chien d'assistance parce que je vois pas dans quelle mesure ça peut m'aider en réalité. Souvent les chiens d'assistance ils aident à prévenir les crises. Moi je sais déjà, moi un peu pour fond de moi, quand est-ce que les crises vont arriver. Et je sais pas trop à quoi ça me servirait moi personnellement d'avoir un chien d'assistance. Voilà. Je suis très peu renseignée sur le domaine. Hein. Bien que j'en ai pas parlé. Mais quand j'étais sous mon contrat d'Intermarché, j'ai fait une formation de 10 mois sur le comportement canin, éducation canine aussi, parce que je voulais être éducatrice canin à ce moment-là. J'ai monté mon entreprise et tout, j'ai commencé à faire mes flyers, j'ai demandé à une graphiste de me faire le logo, de me faire les flyers, les cartes de visite et tout, c'était tout quali, tout beau, tout canon vraiment. Et en fait, j'ai perdu toute confiance que j'avais. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je bosse sur les réseaux sociaux comme je l'ai dit, où j'arrive à gagner ma vie avec ça. Alors attention, on s'entend, j'arrive pas à gagner ma vie grâce au contenu moi que je fais parce que Instagram n'est pas rémunéré, j'ai pas encore la monétisation YouTube et TikTok rémunère très peu. Je crois qu'on est à 9 ou 11 centimes le RPM, le revenu par minute, donc c'est très bas. Genre pour une vidéo de 100 000 vues, j'ai 10 euros, même pas 9 euros, donc c'est très peu. Mais grâce à quelques collaborations par-ci par-là, j'arrive quand même à gagner ma vie. Et si vous vous demandez pourquoi il y a très peu de collaborations sur mon compte, c'est tout simplement parce que j'en choisis très peu. Je veux pas biaiser mon contenu avec ça et j'aimerais vraiment vous montrer un maximum de contenu authentique et sincère. Et quand il y a des marques qui me contactent que je sens pas ou je suis pas enclin avec ce qu'ils me demandent de faire, ou alors que ce que je dois mettre en avant ne me correspond pas, par exemple si c'est du dropshipping, et ça me convient pas. Pour la petite anecdote, de temps en temps je vais démarcher des marques quand ça m'intéresse vraiment de travailler avec eux. Et j'ai contacté une marque de vêtements que j'adore. Il y a des pièces que je porte vraiment souvent de leur marque et tout. Et je leur ai demandé une collab. Donc eux ils m'ont répondu, ils ont accepté, ils ont dit que ils pouvaient m'envoyer un colis plus un certain montant pour que je fasse une pub. Et en fait ils m'ont demandé de choisir parmi certains vêtements ce que j'aurais dans mon colis. Et en fait en faisant des recherches je me suis rendu compte que c'était du dropshipping. J'étais au bout de ma vie parce que du coup ce que j'avais de leur marque, je l'ai trouvé sur AliExpress à moindre coût. Et pourtant c'est vraiment des vêtements de qualité. Tu sens que c'est un truc que j'y les porte depuis grave longtemps et ils ont pas changé. Et bon bref, j'étais trop dégoûtée. Et donc pour moi c'était évident que j'allais pas vous faire une pub dessus si c'était du dropshipping. Autant vous faire une pub pour AliExpress directement. Hein. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que je veux pas vous noyer de contenu de sponsorisation. C'est pas du tout mon but. Moi ce qui m'importe c'est de vous faire plaisir aussi à vous. Et vous savez maintenant que les fois où je collabore avec des marques, c'est parce qu'il y a une raison, il y a un truc derrière, un vrai truc. Et je choisis pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe quoi. Voilà. J'espère vraiment avoir répondu à un maximum de vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser en commentaire. J'y répondrai directement dans les commentaires. Ou peut-être dans une autre FAQ, mais pas maintenant. Là vraiment, je pense que je suis baptisée des FAQ, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai le cerveau éteint. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre le petit tournesol si vous avez regardé la vidéo jusque-là.
Bisous!